Coucou! Je viens de monter les escaliers. Oh là là, c'est de pire en pire ces intros. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça devient tellement triste cette chaîne. Bon, allez, jingle. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se promener dans une ville que vous adorez tous. Pas. Je parle bien évidemment de Lyon. Aujourd'hui, c'est un vlog spécial de Lyon. Alors, c'est même une série de vidéos parce que j'ai décidé de faire un vlog par arrondissement, sachant qu'il y en a 9. Il y en aura donc 9 vidéos sur la ville de Lyon pour découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, la ville de Lyon, ses monuments, ses lieux insolites, ses restaurants, ses bars. Enfin, on va découvrir plein de trucs. Enfin, je vais vous faire découvrir plein de trucs parce qu'évidemment, Lyon, c'est la plus belle ville de France. Je dirais même c'est la capitale. Et oui, n'en déplaise aux Parisiens, mais Lyon de base, c'est la capitale de la Gaule romaine. Donc avant que Paris ne devienne la capitale, c'était nous les premiers. C'était plutôt la capitale des Gaules, qui était appelée Lugdunum, et c'était le centre du culte impérial à Rome et à Auguste, c'était 27 avant Jésus-Christ. Et c'est aussi la capitale de la gastronomie, la capitale de la soie, la capitale de la résistance, la capitale du funk. Et oui, vous ne saviez pas ça, hein, c'est la capitale du funk. Alors, on va danser sur du funk. Bon, on va commencer ce vlog tout de suite parce que sinon ça va partir en sucette totale. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Oh, mais arrête de faire des trucs avec tes mains, ça sert à rien. Arrête de faire, ne bouge plus. Voilà, je vais rester comme ça tout le long de la vidéo. On va se. En fait, je suis un Italien, je bouge avec les mains. Mamma spaghetti. J'en peux plus. Bon allez, on y va parce que là, vraiment, c'est pas possible. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous décrire le premier arrondissement de Lyon, car c'est le tout premier arrondissement qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi le premier arrondissement? Parce que c'est le premier. On fera une suite de vidéos du 1er au 9e arrondissement, tout simplement. Voilà. Le premier arrondissement, il est situé sur les pentes de la Croix-Rousse et sur la partie nord de la presqu'île, formée par la Saône et le Rhône. Il est d'une superficie de 1,51 km² et il est le plus petit des arrondissements lyonnais. Il est centré autour de la place des Terreaux où se côtoient bars et commerces qui en font l'un des arrondissements les plus vivants de la ville. Le premier arrondissement de Lyon est composé des quartiers du haut de la presqu'île, à savoir les Terreaux, Saint-Nizier et la Martinière Saint-Vincent, ainsi que des quartiers des pentes de la Croix-Rousse, dont les Chartreux, Croix-Paquet et Sainte-Catherine. L'arrondissement comporte environ 29 000 habitants. Il accueille aussi une population à la fois bobo et populaire, dont apparemment je fais partie, parce que tout le monde me traite de bobo écolo. Depuis les années 1970, le quartier a vu le renforcement d'une communauté homosexuelle, principalement autour de l'Opéra et en bas des pentes de la Croix-Rousse. L'arrondissement compte encore quelques commerces gays et ou lesbiens, avec des bars, des boîtes de nuit ou des boutiques, ainsi que le centre LGBTQIA+, rue des Capucins, qui rassemble plus d'une trentaine d'associations. C'est aussi un haut lieu de la vie nocturne lyonnaise. Il regroupe en effet une forte densité de bars et de clubs, notamment derrière la place des Terreaux, dans le quartier Sainte-Catherine, ou plutôt la rue Sainte-Catherine. Ah, si vous saviez le nombre de bars que j'ai fait là-bas, c'était une sacrée époque. Quand j'étais étudiant, évidemment. Peut-être que ceux qui regardent cette vidéo et qui étaient à l'EDEC avec moi s'en rappellent aussi. Mais du coup, on va commencer cette visite du premier arrondissement en arrivant vers l'Opéra de Lyon. L'Opéra de Lyon, anciennement Grand Théâtre, est situé place de la Comédie, en face de l'Hôtel de Ville. Construit en 1831 sous le nom de Grand Théâtre par Antoine-Marie Chenavard et Jean-Marie Paulet, il a été totalement restructuré et agrandi entre 1989 et 1993 par Jean Nouvel. L'édifice de 1831 remplace un autre bâtiment, également nommé Grand Théâtre, inauguré en 1756 et dû à l'architecte Jacques Germain Soufflot, de 1713 à 1780, détruit en 1826, de telle sorte que ce nom de Grand Théâtre désigne indistinctement l'édifice de Soufflot et celui qui l'a remplacé avant qu'il ne prenne son nom courant d'Opéra de Lyon. Actuellement, il abrite une salle de représentation affectée principalement à l'Opéra national de Lyon, qui fait représenter des opéras, des ballets, des concerts et qui peut accueillir jusqu'à 1100 spectateurs.
La façade principale est de style néoclassique. En haut de l'attique, 8 muses sont installées en 1863, qui sont les filles de Zeus et de Mnémosyne, qui représentent chacune un art. Calliope, la poésie et l'éloquence, Clio, l'histoire, Erato, l'élégie et l'art lyrique, Euterpe, la musique et le chant, Melpomène, la tragédie, Polymnie, la rhétorique, Terpsichore, la danse, Thalie, la poésie pastorale et la comédie. Uranie, qui représente l'astronomie, sera écartée par Chenavard qui n'avait apparemment prévu que 8 socles surmontant les 8 colonnes de la façade. On dit aussi qu'il considérait que l'astronomie n'avait pas de rapport avec le théâtre, ceci justifiant sans doute son choix. Le dôme conçu par Jean Nouvel est une belle réussite architecturale de la fin du XXe siècle. Il respecte dans sa modernité les couleurs traditionnelles du théâtre, le noir, le rouge et l'or. L'Opéra de Lyon fait aujourd'hui partie du patrimoine international. Et alors qu'on vient de se balader devant l'Opéra, juste en face, on découvre l'Hôtel de Ville. Faisant face à l'Opéra et donnant sur la place des terreaux, l'Hôtel de Ville, plusieurs fois ravagé par le feu, est aujourd'hui l'un des monuments les plus remarquables de Lyon. L'édifice est construit de 1646 à 1672 par l'architecte de la ville, Simon Maupin. La place des terreaux devient alors le centre administratif de Lyon. L'édifice s'organise autour de 2 cours, dont l'une est surélevée, et de 4 pavillons d'angle avec un beffroi enserrant la cour d'honneur. L'intérieur richement orné en fait un modèle de décoration. Thomas Blanchet y a réalisé l'un des plus beaux décors peints baroques de France vers 1655. L'hôtel de ville est détruit à partir de 1674 par un incendie. Le roi fait appel à Jules Hardouin-Mansart pour dessiner les plans du nouvel hôtel de ville. Le 14 juillet 1803, un second incendie détruit le bâtiment qui sera complètement rénové sous le Second Empire. Très endommagé lors de la Révolution, il reste délabré jusqu'en 1827 où l'on décide de la reconstruction de la façade. La statue équestre du roi Henri IV est réalisée à ce moment-là afin de remplacer la précédente statue de Louis XIV détruite pendant la Révolution. D'importants travaux sont ensuite réalisés en 1852. L'édifice dans son ensemble est conçu sous un plan rectangulaire, imposé par la configuration du terrain, dans un style Louis XIII. Et l'hôtel de ville de Lyon est classé au titre de monument historique par décret du 12 juillet 1866. Encore un monument. 2 à 2 pas. Et alors qu'on commence à monter petit à petit vers les pentes de la Croix-Rousse, je vous fais découvrir un magasin de jeux de société qui s'appelle Archichouette. Il se situe aux 3 places du Griffon et dans ce magasin, vous pouvez découvrir une vaste sélection de jeux de société adaptés à tous les goûts et à toutes les occasions. Que vous soyez amateur de jeux d'ambiance, de stratégie ou de jeux pour deux, ils ont tout ce qu'il vous faut. Des classiques incontournables comme des jeux primés, des nouveautés en précommande, ainsi que des jeux en solo, en famille, pour les grands groupes ou à emporter en voyage. Non loin de Archichouette et de la place du Griffon, je vous fais découvrir une fois de plus, car on l'avait déjà vu dans une vidéo, une friperie du nom de Bloom. Férue consommatrice de friperie et désireuse d'envisager le travail autrement, les propriétaires ont décidé de quitter Paris pour s'installer à Lyon et développer leur propre projet. Bloom est un vecteur commun, une consommation raisonnée basée sur la réutilisation textile, une société plus juste et plus consciente. En tissant des partenariats dans le réseau local, les vêtements sont sélectionnés, triés et présentés de façon harmonieuse. C'est une friperie spacieuse et lumineuse, donc très agréable pour faire son shopping avec des prix raisonnables. Presque tout dans l'aménagement de la boutique vit sa deuxième vie. Le mobilier a été minutieusement choisi pour être réutilisé. J'ai déjà fait des achats là-bas, vous pouvez être rassurés, les pièces sont de bonne qualité avec des prix assez raisonnables. D'ailleurs, dans tout le quartier, on a énormément de boutiques, de créateurs, mais aussi de friperies, ce qui en fait un quartier idéal pour faire des cadeaux ou même se faire plaisir. Et à quelques centaines de mètres de là, on arrive juste en bas des pentes de la Croix-Rousse. Les pentes de la Croix-Rousse forment un quartier qui fait la transition entre le quartier de la Presqu'île et la colline de la Croix-Rousse. Elles sont situées à cheval sur le 1er et le tout début du 4e arrondissement de Lyon. Malgré la présence de vestiges gallo-romains, dont l'amphithéâtre des Trois Gaules, qu'on parlera tout à l'heure, l'urbanisation des pentes de la Croix-Rousse, alors appelée colline Saint-Sébastien, commence véritablement à la Renaissance quant au début du XVIe siècle. La ville se développe au-delà du mur de la Lanterne vers la place des Terreaux. La construction du rempart de la Croix-Rousse en haut des pentes commence en 1512 et se poursuit pendant près d'un siècle. Si ces fortifications sont détruites en 1793,
Elles sont relevées durant la monarchie de Juillet. Au XIXe siècle, il devient le quartier industrieux de Lyon grâce au développement de la soierie. En 1852, la commune de la Croix-Rousse est rattachée à Lyon et les pentes forment alors l'essentiel du premier arrondissement. C'est d'ailleurs dans ce quartier qu'est construit le tout premier métro à Lyon en 1862, avec la mise en service du funiculaire souterrain de la rue Terme, aujourd'hui fermé. Ce chemin de fer urbain, électrique et souterrain constitue alors une première au monde et préfigure les futurs métros des grandes villes européennes. Les immeubles sont souvent assez simples, ils sont reliés entre eux par des passages directs appelés les fameuses traboules, plus connues d'ailleurs dans le Vieux-Lyon. Elles sont au nombre de 163 dans les pentes. Repère des créatifs et des artistes, ce quartier possède énormément de boutiques de créateurs, comme je vous le disais, de concept stores, de galeries, de bars ou d'adresses gourmandes, avec de l'artisanat et du savoir-faire lyonnais. De plus, les pentes font partie du territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Les pentes ont vraiment un charme particulier de par les boutiques de créateurs, mais aussi les petits bars sur les pentes. C'est vraiment un endroit très agréable pour les touristes, même pour les Lyonnais, car on a vraiment cette impression de village. Donc c'est vachement intéressant et on y retrouve vraiment beaucoup de choses. Des friperies, des bars, des boutiques originales, des salles de stand-up et même des jeux de mots. Et oui, la Vierge Marie. Plutôt drôle comme blague, non? Moi j'aime bien. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi, hein? Au bout des pentes, on peut encore monter des escaliers pour arriver jusqu'à la Croix-Rousse, mais on n'ira pas plus loin. Parce que c'est la limite du 4e arrondissement. Et ça sera donc la 4e vidéo, il faudra attendre un peu. Alors on redescend tout de suite, maintenant, dépêche-toi, allez, on descend. Et on redescend vers l'amphithéâtre des Trois Gaules. S'il vous plaît, pas de blague sur les Trois Gaules. Tout le monde l'a vu venir. Lyon possède le plus ancien amphithéâtre romain de la Gaule. Situé sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse, l'amphithéâtre, achevé en 19 après Jésus-Christ, permet d'accueillir spectacles et jeux de cirque. Il est agrandi au IIe siècle après Jésus-Christ et l'édifice pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Les fouilles réalisées à partir de 1956 ont révélé les vestiges de cet édifice majeur de la période antique. Ce qui subsiste, des murs de soutien pour une moitié de la superficie de l'amphithéâtre, sont intégrés au Jardin des Plantes. Il est aussi classé monument historique depuis 1961. Aujourd'hui, il est utilisé pour des spectacles et des événements en plein air. Après être passé vers l'amphithéâtre, je continue de descendre les pentes et c'est très agréable de se promener dans ce quartier. Le premier arrondissement peut être dynamique, comme calme ou chaleureux en fonction des endroits où vous souhaitez aller. Entre les bars, les restaurants, les petites boutiques et les petites places, on a l'impression d'être vraiment dans un village parfois. Et comme quoi, même après 12 ans de vie à Lyon, j'en découvre encore. Vous le verrez dans pas longtemps. Mais juste avant de vous faire découvrir ce que moi j'ai découvert, allons à la place Rouville. La place Rouville, c'est l'une des places du quartier des Chartreux. Et elle est créée en 1850, en même temps que le cours général Giraud. Elle offre une vue panoramique exceptionnelle sur la ville. C'est l'endroit vraiment parfait pour une visite tranquille, une balade relaxante ou simplement pour admirer le paysage urbain. Que ce soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, la lumière y est toujours apaisante et magnifique. Les toits rouges de la Presqu'île, le beffroi de l'Hôtel de Ville, la tour de la Part-Dieu et les flèches de Saint-Nizier se dessinent majestueusement depuis ce point de vue unique. Et la place se trouve juste en face de la maison Brunet, connue pour avoir 365 fenêtres. Ça fait beaucoup de vitres à nettoyer. Après ces points de vue magnifiques, on va enfin pouvoir manger parce que là j'avais la dalle. Et je découvre en descendant, en arrivant vers la place Satonnet, un petit café qui s'appelle Wassaï. C'est le premier café afro-vegan des pentes de la Croix-Rousse. Même si on est plutôt vraiment en bas des pentes, ça fait partie du quartier des pentes de la Croix-Rousse. À travers une offre 100% végétale, sans gluten et des événements avec des ateliers créatifs,
des expositions, des conférences, des cours de yoga ou des rencontres littéraires. Wasai propose des boissons chaudes et fraîches, des pâtisseries, des desserts et des planches apéro. La carte, la playlist des musiques, la programmation et la décoration de Wasai sont inspirées de l'Afrique et on redécouvre des saveurs singulières à travers un métissage d'ingrédients locaux et tropicaux. Leurs valeurs sont éthiques. Tout ce que vous buvez ou mangez ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Les pâtisseries sans produits laitiers sont plus faciles à digérer car sans lactose. Et le beurre est remplacé par des huiles végétales qui sont meilleures pour notre santé. En faisant le choix du vegan, Wasai porte aussi des valeurs écologiques. Parce que selon l'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage dans son ensemble est responsable de 16,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit plus que la consommation de carburant de tous les transports réunis. Et du coup, l'empreinte carbone d'une alimentation végane est 2 fois à 3 fois moindre que celle d'une alimentation omnivore. Au niveau européen, 71% des terres agricoles sont destinées à nourrir les animaux. La moitié sont des terres arables et pourraient être utilisées pour produire des légumes secs, des fruits, des céréales, pour nourrir directement la population plutôt que le bétail. Wasai utilise une grande majorité d'ingrédients bio et de saison, donc des fruits, des légumes, des céréales, des épices ou encore du café. Ils sont plus doux pour la biodiversité et notre santé, plus savoureux et également plus riches en nutriments. Pour ma part, j'ai pris un cookie coco ananas et hibiscus chocolat blanc avec un milkshake panthère rose, lait d'avoine, fraises et hibiscus. C'était délicieux. Alors, les prix sont peut-être un peu plus chers que ce que vous pouvez aller dans un café, mais tout est de saison, tout est vegan et tout est très bon. Donc j'y retournerai. Vous m'entendez, Wasai? Je vous mets évidemment tous les liens, que ce soit Instagram, le nom de la rue où je peux aller dans tel ou tel endroit. Je vous mets tout en description si jamais vous voulez retrouver certains monuments ou certains lieux que j'ai appréciés dans ce vlog. Alors que je passe dans le quartier de la Martinière, j'arrive devant la fresque des Lyonnais. C'est un mur peint de 800 mètres carrés. Il représente 2000 ans d'histoire avec 25 personnages historiques lyonnais et 6 contemporains lyonnais. Il fut réalisé par la Cité de la Création entre 1994 et 1995. La liste des personnages historiques lyonnais est établie par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le Centre de recherche esthétique et cité, la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon, Régis Néré et l'Association Patrimoine Rhône-Alpin, ainsi qu'une autre liste trouvée dans le livre Les Lyonnais dans l'histoire de Jean-Pierre Gouton. Au total, près de 250 personnalités sont répertoriées. Le regroupement de ces informations établit une liste de 24 noms des illustres qui composent la fresque. Celle-ci est organisée avec seulement des personnes déjà décédées aux fenêtres des étages. Fin 2023, il est envisagé de faire monter des contemporains disparus depuis l'inauguration de la fresque comme Paul Bocuse ou Bernard Tavernier. En 2024, la représentation de l'abbé Pierre est saccagée à la suite des abus sexuels. Il est supprimé de la fresque. Fin novembre 2024, une plaque comportant l'inscription droit au logement l'ayant remplacé. On peut y retrouver entre autres Tony Garnier, Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Irénée, Sainte-Blandine, l'empereur Claude ou encore Bernard Pivot. D'ailleurs, sur l'immeuble où il y a la fresque des Lyonnais, au rez-de-chaussée, on a une très bonne boulangerie. Et justement, juste derrière cette fresque, on a les quais Saint-Vincent. Le nom de Saint-Vincent vient de l'ancienne église Saint-Vincent du monastère des Pères Augustins dans la rue éponyme, consacrée au saint patron des vignerons. L'actuel quai Saint-Vincent n'est pas une création d'une seule pièce. À l'origine, c'est une succession de quais individuels au bourg voisin de l'eau et de ports en gradin s'avançant dans la Saône. Historiquement, il revêt une grande importance en reliant les deux pôles lyonnais les plus anciens du centre-ville et du quartier de Vèze. Il est le siège de l'immense bâtiment des subsistances, dont on parlera tout à l'heure, qui servit longtemps à l'armée avant de devenir un lieu consacré à la culture. Le quai Saint-Vincent offre deux aspects particulièrement intéressants. Sa situation géographique, avec de beaux points de vue sur les pentes de la Croix-Rousse, des accès faciles à l'église Notre-Dame-Saint-Vincent et à différentes passerelles pour aller dans le Vieux-Lyon.
il est évidemment à côté de tous les lieux dont je vous ai cités juste avant, vraiment à quelques minutes. Mais il est aussi particulièrement intéressant pour son patrimoine car il abrite de nombreux marqueurs de l'histoire de la ville, avec le fort Saint-Jean, la fresque des Lyonnais dont on a parlé, ou encore le grenier d'Abondance. On y trouve également de nombreux ateliers artisanaux, vestiges de l'époque gallo-romaine. Le quai date pour la majeure partie du XIVe siècle, le plus vieil immeuble remontant à 1699. Et en avançant un peu plus loin sur les quais Saint-Vincent, j'arrive vers les subsistances. Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les subsistances constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et à tous. Résidence artistique, coopération culturelle, actions de méditation originale et projets inclusifs, les subsistances soutiennent la création d'aujourd'hui en faisant dialoguer ambition esthétique, pratique amateur, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. On y retrouve du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, des arts visuels et numériques. Toute la diversité de la scène contemporaine s'y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux. Le lieu est un puits d'histoire, d'abord un couvent au XVIIe siècle, puis une caserne de pompiers au XIXe. Il deviendra l'institution culturelle que l'on connaît aujourd'hui, mettant à l'honneur des valeurs d'hospitalité, de diversité et d'innovation. D'ailleurs, pour les Lyonnais et les Lyonnaises, voire même pour les touristes, il y a plein d'événements divers et variés en ce moment, entre du spectacle, de la danse, du stand-up, des concerts, mais aussi du théâtre et du cinéma. On y trouve aussi l'installation Arcadia, au centre de la place, une œuvre évolutive prévue jusqu'en 2027. Ce projet durable et participatif repose sur un assemblage modulaire de structures métalliques et boisées, adaptables aux saisons et aux usages. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà visité pas mal de choses. Si jamais ce vlog vous a plu du premier arrondissement, je pourrais peut-être en refaire un pour une deuxième partie, parce qu'il y a encore tellement de choses que je pourrais vous montrer ou vous apprendre ou que je pourrais même découvrir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que j'ai pas trop bafouillé sur l'histoire du premier arrondissement. Je vous mets bien évidemment en description tous les lieux ainsi que les adresses. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous avez aimé, à activer aussi la cloche pour pouvoir être au courant des dernières vidéos et justement pour les prochains vlogs. Bon, et Bastien le corbeau là? Ouais. N'hésitez pas à vous abonner car ça me ferait plaisir, mais ça soutiendrait aussi la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Du coup, ça sera le deuxième arrondissement. Une nouvelle blague pour ceux qui connaissent. Twix, de doigts coupe fin. C'est une pub des années, je sais même pas, fin 90-2000. Donc si ça se trouve, personne ne connaît. Vraiment, les intros, les outros, il va vraiment falloir que j'arrête parce que c'est plus possible, je fais n'importe quoi. Donc avant de dire n'importe quoi, je vous dis à bientôt. Ciao! Twix, de doigts coupe fin. Ouh.